C'est le premier jour du Pride Month, donc je fais une vidéo sans devoir me justifier avec une introduction. Un petit récap culturel, favori du mois, flop et top. Tous ces concepts qui veulent dire la même chose. Il y en a qui font des allergies genre au printemps ou en été, moi je fais des pics de techno-anxiété. Quand je me suis dit que mon profil Hinge suivait la même stratégie marketing que les sandwichs Joe and the Juice, bien sûr j'ai pleuré. Ça me fait trop peur de devoir construire un business plan en 5 étapes quand je dois poster une story Instagram. Quand je veux marcher plus de 2 minutes 30 dans le marais sans me sentir humilié. Ou juste que j'essaye de survivre dans cette technocratie. Ce livre m'a persuadé que tout ce qu'on peut désirer au 21e siècle, c'est la robotisation de notre corps pour ne pas subir la nostalgie d'un temps de liberté sensible. Le pire, c'est que c'est pas l'IA ou je ne sais quel mange ta skincare qui va transformer notre boîte crânienne en capot de voiture. C'est moi, mon désir et mon plaisir capitaliste du quotidien qui m'habitue à un lifestyle de tas de ferraille. Je me sens de plus en plus responsable de ma désensibilisation aux choses organiques. Pas parce que j'utilise Claude, Childeric, Enguerrand ou je ne sais quel IA. De un, parce que je les utilise pas, mais c'est pas non plus parce que je préfère genre brainrot sur TikTok plutôt que aller toucher de l'herbe dehors. Mais parce que c'est la seule manière que j'ai d'envisager l'avenir. Volontairement, on s'engage dans une robotisation de notre corps, de notre manière de percevoir le monde pour devenir des produits que le capitalisme peut pénétrer. Perso, j'appelle ça essayer de survivre, mais ce livre m'aurait plutôt slut shame et m'aurait appelé un prostitué. Ce livre, c'est In de Kenji Nakagami et c'est un peu comme si on avait demandé à une IA de réécrire Alléluia. C'est le récit d'un monde qui sonne faux où un gigolo devient un terminator capitaliste pour coffrer et ensuite pouvoir partir en road trip avec 3 vieilles mendiantes vers sa campagne d'origine. Je sais pas si des substances hallucinogènes sont créditées à la fin du bouquin. Ce que je sais par contre, c'est que mes pics de libido sont devenus des pics de techno-anxiété. Yves, le personnage principal, doit devenir une espèce de divinité androïde, c'est-à-dire une espèce de surhomme qui ne ressent rien, qui peut satisfaire tous ses désirs et tous les désirs de ses clients. La prostitution du corps mène à une prostitution générale de son humanité, pas parce que ses conditions de vie sont misérables, mais parce que en faisant de son corps un phénomène marketing, tout le reste entame ce même processus de prostitution. Le corps, c'est le premier et le dernier rempart entre le capitalisme et moi. Là, j'ai l'impression qu'on a tous fait le deuil de notre corps organique, qu'on est tous prêts à ressentir le monde comme une machine pour littéralement ne pas mourir face à l'horreur de notre système. Pourquoi vous pensez que les influenceurs, ils préfèrent promouvoir des perfusions de vitamines à 500 balles le Berocca, plutôt que des stories un minimum politisées pour, je ne sais pas, les présidentielles ou Gaza? Oui, j'ai la même intonation que les antivax, mais c'est vraiment que la surface, guys. Chaque jour qui passe, je constate de nouvelles méthodes pour retourner le corps vers lui-même. Et c'est tellement difficile de pas succomber à cet individualisme radical. Bon, pour revenir un peu au bouquin, l'auteur insiste beaucoup sur cette métaphore robotique. Et le personnage lui-même a plusieurs noms. Il y a Yves le prostitué, et non pas la feu membre du groupe de K-pop Luna. Et de l'autre côté, donc il y a Yves et il y a Tsuyoshi, le provincial qui vient tout juste d'arriver à Tokyo. C'est la même personne, hein, on est d'accord. Mais Yves va en quelque sorte séquestrer Tsuyoshi en métamorphosant son apparence, son langage, pour pouvoir se prostituer sans nostalgie, sans remords de son ancienne liberté sensible et corporelle. Ce que ressent le personnage, c'est plus que la nostalgie idéalisée d'un passé pré-capitaliste. C'est la nostalgie du sens et de la vitalité des choses. Il y a un moment où l'auteur nous dit que Tsuyoshi n'a eu à utiliser le mot amour qu'une fois arrivé à Tokyo. Dans sa campagne et dans son enfance, les choses étaient ce qu'elles sont. L'odeur des ketmi en fleurs se répandait et personne n'avait à prononcer le mot. C'est que dans ce cadre capitaliste et dystopique que les émotions doivent trouver un nom. Comme une entreprise qui cherche le meilleur slogan pour son produit. Parce que la société de Tokyo, dans le roman, c'est celle qui va promouvoir les bienfaits de l'amour jusqu'à ce qu'il en perde son sens émotionnel, son sens vécu pour devenir une institution. Cette institution, dans le roman, c'est l'industrie de la prostitution. Et c'est pour ça que la droite néolibérale en France cherche à légaliser la prostitution. De un, parce que ça maintient l'ordre patriarcal et donc le capitalisme, mais aussi parce que la légalisation de la prostitution, c'est la normalisation des relations affectives et sexuelles. L'inscription d'une norme marchande de l'amour et du sexe, qui sont quand même les dernières relations difficiles d'accès pour le capitalisme. Parce que c'est des relations qui nous ramèneraient encore un peu à notre humanité et fonctionneraient sur un mode instinctif et irrationnel. Guys, c'est tellement déprimant, j'ai l'impression de me répéter encore et encore, mais je me dis que c'est ce qui reste de mieux à
à faire en fait de nommer les choses. Bon, laissons ma peur de devenir un Transformers de côté. Avant ça, j'ai lu Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas autant de take dessus. Ça m'a plu parce que ça mettait en avant l'oralité des récits, leur transmission, leur déformation, toute la fondation d'une mythologie. Et en même temps, c'est tellement répétitif. Et je crois que je ne pouvais être que saoulé, de la même manière que je suis saoulé qu'on nous raconte et qu'on nous raconte toujours les mêmes bobards et les mêmes sottises. Soit à l'école, le récit national, mon grand-père qui raconte toujours les mêmes histoires et légendes d'antan de village, ou encore la success story méritocrate de la meuf des secrets de Loli, que je vois maintenant en pub YouTube, comme si ça nous avait pas suffi de l'entendre sur Quelle Époque, sur Combini, sur Brut. Préparez-vous à l'allocation présidentielle de Kelly Massol. Donc je crois qu'au bout du 3e chapitre, je savais comment ça allait finir, et je pense qu'on est censé savoir comment ça va finir, donc oui, ça m'a saoulé. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est la neutralité axiologique du narrateur, qui juste n'existe pas, c'est une parole de conteur, et c'est cette neutralité narrative qui permet de laisser un flou sur la moralité, un peu à la manière des grands livres religieux, si vous voulez mon avis, mais en tout cas, je n'ai rien débunk sur ce livre, désolé, j'ai aucun take. J'ai fait une demande à la mairie pour ajouter Le Bref après mon prénom comme Pépin. Az Rémi Le Bref, j'ai évidemment regardé le dernier documentaire Arte sur la peste noire, et j'ai évidemment arrêté au bout de la 15e minute parce que j'ai dégueulé. Pourquoi faire des reconstitutions réalistes des bubons? Des bubons, j'ai appris ce mot, que les gens avaient partout sur le corps. Je vous fais pas un dessin, mais ça a la même texture qu'un mug cake au micro-ondes. Bon, du coup, j'ai pas vu le docu. J'ai quand même décidé qu'un de mes favoris, ce serait La Peste as a Concept. Si la Sorbonne avait été un écosystème universitaire libre, j'aurais fait une thèse sur la fascination collective qu'on a tous autour de la peste. Des représentations médiévales de la peste comme des mages noirs. C'est des tableaux qui éveillent si bien Eros et Thanatos dans mon corps. Je pense qu'on a tous envie somehow de ken avec la peste. Bon, peut-être il n'y a que moi, mais me laissez pas tout seul. Un fait majeur de société, Aya Nakamura a inauguré le mois des fiertés. Cette année, Shai est la marraine de l'événement. D'ailleurs, elle a proposé de changer le sens du G de LGBT de gay à garce. J'ai vu un extrait TikTok. À un moment, Aya, elle a dit no shade. Bon, no shade, mais ça va. Et je trouve que ce discours de soutien à la communauté LGBT devant 80 000 personnes était vraiment très émouvant. Je vais pas m'étaler, mais je pré-shot le Kim Petras Summer, les filles. Le single Jeep, là, elle a mangé toutes les miettes restantes sur le plateau du repas du condamné de Lana Del Rey. Et les calories sont toutes allées sur ses pommettes pour snatch le regard et défier l'été de ses deux yeux. En ce Pride Month, j'ai vu le film parfait pour comprendre la versatilité. C'est Lady Vengeance de Park Chan-wook. Elle et moi, on s'est trop bien entendu, elle doit être Gémeaux comme moi. Au début, je pensais Kiki et rire vite fait avec cette dame blasée sortie de prison. Et au milieu du film, il y a genre les pires pieces of media que l'humanité ait pu produire qui fait prendre au film toute une autre dimension. J'aime pas cette pratique, hein, mais trigger warning, torture d'enfants, c'est très très dur. Bref, c'est le même réal que The Handmaiden. C'est genre un souvenir d'éveil au lesbianisme avec ce film. Mais à part ça, je m'en rappelle plus trop. Par contre, le dernier Almodovar est flopesque. N'y allez pas par pitié. Même les 3 homosexuels du fond du rang sont sortis de la salle en plein milieu. Et ça me fait un peu peur parce que comment vieillir et rester relevant en tant qu'homosexuel? C'est un défi pour l'avenir parce qu'on pourrait grandement bénéficier de la sagesse gay si le rêve de chaque homme homosexuel n'était pas de séquestrer un trentenaire sexy dans sa maison de campagne une fois la soixantaine passée. Bref, à part la facecard de l'actrice principale et le fait que Almodovar choisisse toujours des acteurs beaucoup plus hot que lui pour l'incarner, il n'y a pas grand chose de divertissant. Je vais conclure cette vidéo avec une liste de choses à bannir. Le port des casquettes Gucci chez les étudiants d'école de mode. Les gens qui disent c'est le mec qui explicite leurs blagues, ne faites jamais ça, c'est tellement gênant, c'est tellement un faux pas social. Je crois que j'ai pu le faire plus jeune, mais après je suis devenu drôle, donc ça va. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez juste la blague comme elle est. C'est le mec qui comprend rien, je peux crever de gêne. Et enfin, le mépris littéraire. Je regardais la dernière vidéo de Lucy Denvey qui disait que les gens étaient trop méchants dans ses commentaires depuis qu'il a essayé de lire de la littérature classique. Et en fait, quand est-ce que vous nous laisserez la liberté de nous amuser avec la littérature? Votre orgueil moisi à l'intérieur de votre bouche pâteuse, vos chicots qui crissent quand vous entendez quelqu'un mal prononcer une œuvre ou se tromper sur un auteur. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire une longue vidéo sur mon initiation à la littérature, mais comment vous dire qu'avant ça, je pensais que seule l'Académie française était capable de déchiffrer un folio classique et même un livre de poche. Dieu sait que j'avais tort, hein, mais je vous vois tous là avec vos sprays odeur œuf pourri pour pas que les gueux illettrés ne puissent même converser avec vous
L'Académie de la Dark Academia est devenue une secte incestueuse où vous autres coléoptères à lunettes voulez nous faire croire que le splendide papillon épris de curiosité ne peut pas comprendre Voyage au bout de la nuit aussi bien que vous. Après, normal, vu que vous n'êtes que des misérables insectes pestiférés. Mais comment ça t'essayes de gatekeep la littérature alors que personne ne toque au portail? J'aimerais vraiment qu'on puisse tous prendre une grande bouffée d'air et qu'on puisse respirer dans les milieux littéraires. J'ai besoin de consommer de la littérature on a daily basis comme je consomme de la pop culture. Parce que la littérature, c'est de la pop culture et je le dirai jamais assez. Bon, j'ai fini par beaucoup trop m'affaler sur ce siège, excusez-moi. Mais on m'a réclamé des formats plus longs sur YouTube et en vrai, j'ai trop kiffé pouvoir parler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus librement. Portez-vous bien et consommez de la littérature comme on consomme un concert de Beyoncé ou même un thread Twitter.